Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les 16 Américains et le Canadien sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs qui exigent 17 millions de dollars en échange de leur libération. Le diplomate Pierre-Antoine Louis rappelle que les autorités américaines ne négocient jamais avec les terroristes ou les preneurs d'otages. Le secteur démocratique et populaire lance un ultimatum au Premier ministre Ariel Henry en lui demandant de remplacer le directeur de la PNH, Léon Charles, et de former un gouvernement de consensus avant le 1er novembre. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté ces derniers jours au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, conséquence des 2 journées de grève du secteur syndical. 17 missionnaires, dont 16 Américains et un Canadien, ont été kidnappés par le gang des 400 Marozo. Ils seraient gardés dans une maison non loin de la Croix-des-Bouquets. Le FBI est sur place en Haïti. Le ministre haïtien de la Justice et de l'Intérieur a fait savoir que des négociations étaient en cours avec les ravisseurs. Ceux-ci exigent 17 millions de dollars contre la libération des otages. Nous avons avec nous ce soir par téléphone Monsieur Pierre-Antoine Louis. Bonsoir Monsieur Louis et bienvenue sur Metro News. Bonsoir et bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, Monsieur Louis, quelle nouvelle vous avez sur ce dossier extrêmement grave? Les autorités américaines se trouvent dans leur petit soulier. Ils doivent pouvoir trouver une formule qui permet à la fois de ressortissants et puis aussi de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. Donc, au regard du fait que la politique des États-Unis vis-à-vis des preneurs d'otages, c'est de ne faire aucune concession et de ne payer aucune rançon. Oui, ça c'est la règle. Cela n'empêche pas, oui, allez-y. Oui, non, je dis c'est la règle chez les Américains, surtout ne pas verser de rançon à des ravisseurs ou à des terroristes. Ça, c'est une règle absolue. C'est une règle absolue. Cependant, cela n'empêche pas que les parents ou bien encore l'organisation qui sponsorisait les victimes ne puissent, s'ils le souhaitent, payer une rançon. Oui. Cependant, le FBI ou les autres services de sécurité des États-Unis ne sont pas habilités à se lancer dans le paiement d'une quelconque rançon à des ravisseurs. Donc aussi, il ne faut pas écarter que dans le viseur de ces experts, enfin, si vous voulez, de ces responsables de sécurité américains, il y aurait aussi des velléités, certainement, de ne pas mettre de côté aucune option pour faire libérer les otages. Bon, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez dit tout à l'heure que les autorités américaines non seulement ne payaient pas, mais faisaient en sorte que cela ne se reproduise plus. Bon, pour que cela ne se reproduise plus, en langage clair, ça veut dire qu'il faut éliminer les terroristes. Est-ce que c'est un scénario qui est possible ici, dans ce cas-là? Personne bien responsable, nous n'allons pas dire plus, mais autant dire que la situation politique du président Biden, sa cote de popularité est en baisse. Oui. Il confronte des difficultés pour faire adopter son programme. Tout à fait. Il n'a certainement pas besoin d'un groupe de terroristes haïtiens qui prennent en otage 16 ressortissants américains. Et qu'il y aurait des velléités que ces gens gardent ces personnes ou encore de façon, prolongée, ou encore que ces personnes ne soient inquiétées dans leur sécurité physique. C'est ça. Donc c'est une situation assez difficile et certainement l'administration américaine ne voudrait pas aussi laisser l'impression qu'une bande de terroristes dans un pays, dans un État failli
à 100 minutes de Miami, puisse tenir en otage les forces de sécurité américaines. Donc c'est une situation au fait extrêmement sensible, extrêmement difficile et extrêmement sérieuse. Dites-moi, Monsieur Louis, est-ce qu'on a eu une idée de l'importance ou du nombre d'agents du FBI qui sont venus en Haïti tout de suite, quelques heures après le kidnapping? Oui, bon, cela on ne le saura pas, mais certainement, j'imagine une bonne demi-douzaine dans la mesure où il faut y avoir des experts en négociation, des experts en localisation, de géopositionnement, si vous voulez, ainsi de suite. Et on n'en dira pas plus, mais j'imagine qu'il y a une bande d'experts qui sont en train d'y travailler de façon à ne pas écarter aucune option. Donc c'est une situation extrêmement sérieuse et j'imagine que les Américains sont en train de mettre le paquet dans tous les sens nécessaires. Oui, ça personne n'en doute, c'est absolument certain. Alors, c'est 17 millions, c'est-à-dire 1 million par otage. Bon, si l'Église à laquelle appartiennent les otages veut mettre la main à la poche, ça c'est leur problème, mais le gouvernement américain ne s'y opposera pas, mais ne mettra certainement pas la main à la poche. C'est bien ça. Voilà. Dans cette situation, la politique des États-Unis, c'est d'expliquer aux parents des otages que le gouvernement fera tout son possible, sauf de payer de rançon, et que le gouvernement décourage les familles et les organisations sponsorisatrices de payer des otages. Cependant, aucune option dans ce sens, aucune option n'est écartée dans le sens d'autres mesures qui pourraient convaincre les terroristes d'eux-mêmes à libérer les otages parce que la situation ne serait pas en leur faveur, et deux, aucune option dans le sens d'une intervention d'une intervention qui permettrait de libérer les otages. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est quand même une grande puissance qui dispose de beaucoup d'atouts et rien n'est à écarter sauf le paiement par le gouvernement des États-Unis d'Amérique de 16 millions de dollars à quiconque dans ce sens-là. Ça, on peut écarter absolument catégoriquement à 100%. Bon, eh bien, Monsieur Pierre-Antoine Louis, nous vous avons reçu 5 sur 5, comprenne qui voudra. Merci infiniment de votre temps, merci de votre disponibilité et de votre expertise en matière de politique américaine. Merci et bonne fin de journée. Tout le plaisir. Malheureusement, la situation y compris pour les Haïtiens qui ont été victimes de ce business assez, comment dirais-je, nébuleux et inacceptable. Et pour ces ressortissants américains et canadiens, et nous espérons tous que la situation se décantera et qu'une solution idoine sera trouvée qui évitera un bain de sang, dans un sens comme de l'autre. Absolument. Et bonne soirée, au revoir. Toutes nos pensées vont vers eux. Encore une fois, merci et bonne fin de soirée. Voilà, c'était M. Pierre-Antoine Louis, diplomate de profession, qui nous faisait un peu entrer à l'intérieur de la politique américaine en matière de prise d'otages et de libération d'otages. Les 2 journées de grève ont fortement perturbé les activités commerciales dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le prix du sac de riz importé était à la hausse dans plusieurs dépôts de produits alimentaires. La grève, combinée à la pénurie de carburant, a empêché l'approvisionnement des magasins et des marchés. À Carrefour, le passage de la frontière mortelle de Martissan constitue un vrai défi pour les transporteurs. Certains produits n'étaient pas disponibles hier dans les boutiques de Carrefour qui s'approvisionnent en priorité au marché de la Croix-des-Beausalles. La hausse des prix de la farine de blé a entraîné une diminution du poids du pain. Le maïs moulu, maïs moulu, pourtant produit localement, a également enregistré une hausse.
Les producteurs de province ne peuvent acheminer leurs produits vers la capitale. Des barrages routiers ont été signalés dans des zones réputées calmes et notamment à Léogane. La hausse des prix des produits résulte de la flambée des prix de l'essence sur le marché informel. Le gallon de gasoline se vendait à 1000 gourdes dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En plus des mouvements de grève lancés par les syndicalistes du secteur du transport en commun, la pénurie de carburant persiste. Des consommateurs en colère menacent d'incendier des stations-service qui, selon eux, refusent de livrer l'essence. Du côté des autorités, c'est le silence absolu. La vie nationale est perturbée par ce problème public et nul n'est en mesure de fournir des explications plausibles. D'un autre côté, les grévistes entendent poursuivre et intensifier leur mouvement. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le 4 octobre dernier, les syndicalistes du secteur des transports en commun ont lancé une journée de grève qui a quasiment paralysé toutes les activités. 2 semaines plus tard, soit les 18 et 19 octobre, le même mot d'ordre est lancé et, selon l'un des initiateurs, Méheu Changeux, il est respecté à 95%. Toutefois, la deuxième journée du 19 octobre a été ponctuée par un défilé de plus d'une centaine de motocyclistes parcourant Delma, Pétionville, Canapé Vert en quête d'essence. Munis de branches d'arbres, de galons jaunes entre autres, ils ont saisi les petits récipients de gasoline vendus au bord de la route à 750 gourdes par des petits commerçants. Une action qui pousse plus d'un à se demander si les autorités étatiques ne jouent pas leur partition, à quoi doit-on s'attendre si la pénurie doit persister? Les stations-service sont fermées, le produit n'est disponible que sur le marché noir. Les quelques pompistes qui acceptent de remplir les galons réclament 150 gourdes en supplémentaire. L'essence vendue au bord de la route est parfois mélangée avec d'autres liquides, ce qui augmente les risques de panne. Les prix des courses sont à la hausse, les groupes armés saisissent des camions-citernes, des chauffeurs qui transportent les produits sont soit tués par balles ou kidnappés. Les chauffeurs de tap-tap et de bus ne peuvent plus contenir la colère des passagers et dans ce vaste désordre qui bouleverse l'ordre et la paix publique, personne n'apporte la moindre explication plausible aux membres de la population. Le ministère du Commerce, après les dernières tentatives de l'ex-ministre Jonas Kofi, a, semble-t-il, disparu des écrans radars et ne se préoccupe plus des produits pétroliers. Le Premier ministre Ariel Henry est-il seulement au courant de la situation? Le BMPAD, de son côté, se contente d'annoncer imperturbablement l'arrivée de cargaisons de diesel ou de gasoline dont on ne voit pas la couleur sur le marché. Les associations professionnelles du secteur exposent leur version des faits, mais tient-elle vraiment face au constat de pénurie quasi totale? Et ce n'est pas tout. L'Association des chauffeurs des produits pétroliers d'Haïti annonce un arrêt de travail qui sera observé dès ce lundi 21 octobre sur tout le territoire national. Dire non à l'insécurité, notamment au kidnapping, en est l'objectif principal. Le secteur des transports en commun a levé sa grève tardivement ce mardi, mais menace déjà de la relancer dès ce lundi 25 octobre et cette fois, 3 jours de blocage sont prévus. La population est invitée à se ravitailler auparavant, lit-on toujours dans une note des syndicalistes car le pays sera fermé, y compris les institutions étatiques. En 2019, Haïti a connu ce type de blocage qui a parfois dérapé. Vu l'ampleur de la situation actuellement, l'incertitude plane sur l'avenir du pays. Un autre aspect qui attire l'attention dans ce tableau alarmant, ce sont les consommateurs qui ont décidé de passer à l'action. À Delma 41 et 43 ce mercredi, ils ont dressé des barricades sur la chaussée et menacé d'incendier une pompe à essence toute proche sans tenir compte des risques qu'ils encourent eux-mêmes. Ce type d'acte pourrait bien se multiplier. Le pays est un lambeau, pour paraphraser au Détroit Fonbrun. Les annonces et les promesses ne manquent pas, mais qui ça encore? En rien. La liste des morts ne fait que s'allonger et certains se demandent où est passée l'opposition qui, il y a quelques mois, dénonçait le kidnapping.
Toutes les forces vives du pays sont conscientes de la réalité. Les propositions de sortie de crise se multiplient. Mais qui peut changer l'image du pays qui s'affiche à l'écran du monde entier? C'est la grande question, car on dirait que nul n'a la télécommande sous la main. Guy Choisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le secteur démocratique et populaire, SDP, a signé l'accord du 11 septembre parce que ce document prend en compte ses revendications. C'est ce qu'ont réaffirmé les membres de cette structure. En conférence de presse ce mercredi, l'ex-sénateur Nenel Kassi et maître André Michel ont plaidé pour sa stricte application. C'est dans cette optique que le SDP a lancé un ultimatum au Premier ministre Ariel Henry exigeant le remplacement du directeur général de la PNH, Léon Charles, et aussi la formation d'un gouvernement de consensus avant le 1er novembre. Mais nous constatons tout. Ensemble avec le peuple haïtien, nous avons un retard dans l'application à quoi. Et retard ça, nous condamnons. Nous condamnons, même là, dans certaines mesures, nous te comprendre quelques explications. PM Ariel te Konbaï, par exemple, il faut qu'il parle avec de l'autre groupe pour permettre participation de tout le monde, parce que c'est une transition. Mais l'autre groupe, qui pour moi-même, pas de même intérêt avec SDP, parce que dans le cas où il y a là, le peuple n'a pas qu'à attendre encore. La souffrir en bas insécurité, il y a un problème gaz, mauvaise gestion, corruption, toutes sortes de problèmes que nous connaissons. Ça veut dire, nous dit faut accord ça li appliquer. Et dans ce sens, pour accord ça, nous-mêmes, nous avons continué à exiger application. Et nous avons dit, l'autre monde qui signe accord ça ensemble avec nous. Nous avons dit PM Ariel Henry comme nous signataire accord passé 1er novembre 2021, c'est l'autre bagaille qui va dans le pays. Parce que si le gouvernement Jovenel ça, PHTK ça, pas quitter le pouvoir, qui échoué dans la question insécurité, dans la question bail peuple la service, dans le gaz, etc., mais le peuple lui-même, il va retirer le gouvernement ça. Parce que le gouvernement ça a échoué. Nous allons jusqu'à 1er novembre pour faire ça. Et dans la question sécurité, le leadership de la police nationale d'Haïti a failli totalement à sa mission. Léon Charles, pas capable de garantir la sécurité de la population. Léon Charles, pas capable de mettre policiers en confiance, parce que Léon Charles, il fait tout le temps la diviser police. Et je dis à lui clair, Monsieur Ariel Henry, qui c'est un signataire accord 11 septembre 2021, et c'est signataire qui est plus lent dans l'accord. Nous-mêmes nous pressés. Malheureusement, c'est signataire qui est plus lent qui est primature. C'était nous-mêmes, parce que ça a été résoudre longtemps. Alors, M. Ariel Henry, c'est lui-même qui est Premier ministre. Il doit connaître, il a une responsabilité pour le peuple la satisfaction, pour mettre un nouveau leadership dans tête la police et pour débarrasser tête la police là de Léon Charles. Tout autant Léon Charles là, question sécurité là, c'est dans ma coute nègre ben attendez ça. Ariel Henry nous mandé pour le mettre en application avant 1er novembre 2021. Premier point, c'est changement dans le leadership de la police là. Léon Charles pas capable. Deuxième point, c'est formation gouvernement consensus. 2 points ça. Il va peut-être en faire tout l'autre. Mais 2 points ça, nous allons jusqu'au 1er novembre pour le faire. Un gouvernement consensus et puis changement dans le leadership de la police. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.